Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui est organisé à l'initiative de la Direction santé mentale et dépendance du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, en collaboration avec l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, et aussi l'Institut universitaire sur les dépendances. Alors, je m'appelle Léonie Archambault, je suis chercheure à l'Institut universitaire sur les dépendances et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Karine Hudon, qui est coordonnatrice de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Karine, est-ce que tu aimerais ouvrir ton micro pour saluer l'auditoire? Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce midi. Alors, ce webinaire, c'est le deuxième d'une série de trois sur le thème de l'itinérance et de l'usage de substances dans l'espace public. C'est une programmation qui a été rendue possible grâce au soutien précieux de notre comité d'orientation interdisciplinaire et intersectoriel. Vous voyez sa composition à l'écran. Et aussi, bien sûr, grâce au travail de notre petit comité organisateur, là, dont vous voyez aussi la composition sur l'écran. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que, comme nous, vous êtes préoccupés par le bien-être des personnes qui vivent des situations d'itinérance et qui utilisent des substances psychoactives. D'ailleurs, on a décidé d'organiser cette série de webinaires en réponse aux témoignages d'intervenants qui se demandent comment on peut améliorer nos pratiques au regard de la nouvelle réalité du terrain qui est marquée par plusieurs crises. Vous le savez, la crise du logement, de l'itinérance, la crise des substances toxiques contaminées. Tout ça a des conséquences dramatiques sur les surdoses notamment et aussi sur la santé mentale des personnes qui utilisent des substances. Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple à cette problématique-là, mais ce qu'on vous propose à travers les trois webinaires, c'est de se donner un langage commun pour arriver à réfléchir collectivement. Et pour atteindre cet objectif-là, on accueille à travers ces trois webinaires-là une dizaine de chercheurs qui ont à cœur le bien-être des personnes et qui vont nous partager leurs connaissances, leurs résultats de recherche sous différents angles pour susciter nos réflexions et favoriser une compréhension commune de la problématique. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous la semaine passée pour assister aux conférences de David Martin-Milot, d'Andréane Parent et d'Antoine Bertrand-Deschênes, qui portaient sur une perspective plutôt santé publique et aussi sur la prévention des surdoses. Alors, soyez rassurés, vous allez pouvoir visionner en rattrapage ces conférences-là sur le site web de l'ESCODI. On va vous mettre le lien dans le chat. Karine, je te passe la parole. Oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux présentations. La première s'intitule Judiciarisation de la consommation de drogue dans l'espace public, enjeux émergents en santé, en matière d'équité en santé et perspectives d'action. Et cette présentation-là va être faite par Liam Michaud. La deuxième s'intitule Habiter la rue, jusqu'où peut-on aménager les espaces et va être présentée par Caroline Grimard. Vous pouvez poser des questions dans le clavardage durant toute la présentation. Je vais m'assurer de les suivre et de les remettre à Liam et à Caroline à la période d'échange qui aura lieu à la fin du webinaire. Notez que la séance est enregistrée, mais les périodes de questions seront retirées afin de permettre une prise de parole libre. Et dans quelques jours, vous allez avoir un message là, pour vous informer que la vidéo est disponible sur le site web. J'ai déjà mis le lien dans le chat, donc vous avez accès aux présentations actuelles et l'enregistrement va y être dans quelques jours. On vous invite à garder votre micro fermé tout au long de la présentation, s'il vous plaît, pour assurer un bon son. Mais à la fin, lorsque vous aurez la parole lors de période de questions, on va vous inviter à ouvrir le micro. Donc, voilà. Merci, Karine. Et donc, sans plus vous attendre, je vous présente notre premier conférencier, Liam Michaud. Liam, pendant que je vous présente, vous pouvez commencer à préparer votre partage d'écran. Donc, Liam Michaud est candidat au doctorat en études socio-juridiques à l'Université York. Il est chargé de cours en droit et société. Ses recherches portent sur la manière dont les institutions du système pénal sont utilisées pour gérer des enjeux de santé, la judiciarisation et les politiques en matière de drogue. Liam mène des projets de recherche en partenariat avec des organismes communautaires et il possède 15 ans d'expérience dans le milieu communautaire à Montréal et à Toronto. Et sa recherche est soutenue par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, Liam, je vous passe la parole pour les 30 prochaines minutes et 5 minutes avant la fin, je vais ouvrir mon micro discrètement pour vous faire un petit signe là, pour vous annoncer que ça achève. Alors, à vous la parole. Ben, merci beaucoup, Léonie. Merci beaucoup, Karine. Vous m'entendez bien? Vous pouvez regarder mon écran? Génial. OK. Tout d'abord, un gros merci à Léonie et Karine et à l'ensemble de l'équipe de l'ESCODI pour nous avoir réunis aujourd'hui et surtout d'avoir créé cet espace de dialogue autour de ces questions cruciales.
Alors, avant de commencer, juste un petit mise au point. Je veux rappeler que puisque nous parlons de judiciarisation et l'usage de substances, euh, les lois canadiennes sur les drogues, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, sont et restent des outils de colonialisme et de dépossession. Alors, les toutes premières lois sur les drogues au Canada visaient spécifiquement les communautés autochtones. Les systèmes juridiques coloniaux et les lois sur les drogues créent la dépossession encore, entre autres en séparant les gens de leur famille et leur communauté d'origine par l'incarcération, en limitant aussi dans les faits les droits des peuples autochtones à déterminer eux-mêmes leur réponse aux crises sanitaires et de santé, et aussi en criminalisant la survie ou d'autres formes de travail informel. Alors, on va aborder un peu ces thèmes-là aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, je vous parle aujourd'hui depuis la région d'Argenteuil, au nord-ouest de Montréal, sur le territoire traditionnel de la nation Anishinaabe, un lieu de rassemblement et d'importance historique pour la Confédération des Haudenosaunee, incluant les Kanien'kehá:ka et le peuple Abenaki. Alors, je vais me situer un peu parce que mes réflexions aujourd'hui s'appuient sur différentes expériences. Alors, comme Léonie a expliqué, j'ai travaillé dans le secteur communautaire et en réduction des méfaits pendant à peu près 15 ans, principalement avec les personnes utilisant les substances psychoactives et les personnes judiciarisées à Montréal et Toronto. Alors ça m'a amené à développer des programmes de travail de proximité, entre autres en milieu résidentiel, en milieu carcéral, et à mettre en place des initiatives, excuse-moi, comme les sites de prévention de surdose et d'apprivoisonnement plus sécuritaire ou safe supply, offrir la supervision clinique ou communautaire aux travailleurs, etc. Alors, présentement, je suis chercheur interdisciplinaire, candidat au doctorat. Je m'appuie sur une formation euh, qui repose sur différents sujets, mais surtout en formation en ethnographie, en études des politiques publiques et en sociologie de la médecine. Alors, ma recherche porte sur le croisement entre la judiciarisation et la santé, et en particulier sur les politiques en matière de drogue et les réformes des lois. Alors, plutôt que de présenter un seul projet de recherche, j'ai choisi de partager des réflexions tirées de quelques projets différents menés au cours des dernières années. Alors, d'abord, je vais proposer quelques cadres de réflexion pour guider la discussion que moi, j'ai trouvé aidant dans mon parcours en tant qu'intervenant ainsi qu'en tant que chercheur. Alors, je vais partager ensuite brièvement le contexte en Ontario, où je suis basé actuellement, puis ensuite partager des résultats issus de 3 axes de recherche. Alors, le premier concerne des études, excuse-moi, des résultats préliminaires de terrain ethnographique dans le cadre de ma recherche doctorale. Le deuxième porte sur la recherche que nous avons menée au Centre de santé communautaire où je travaille il y a quelques années, comprenant un recensement des besoins ainsi qu'une démarche de développement et d'évaluation de programmes de proximité, puis de prévention de surdose. Puis le troisième concerne une étude menée par le réseau juridique VIH, dont le rapport a été publié le mois dernier, sur les impacts en termes d'équité de santé des lois sur la possession et le trafic de drogue. Liam, Alors, je vous interromps une seule seconde pour vous dire, si vous pouvez avoir un ton légèrement plus fort, les gens vous entendent pas tout à fait bien. Alors, juste si vous êtes capable de monter un petit peu. OK, je vais faire mon mieux, puis je vais m'en rapprocher de l'ordinateur aussi. Puis si jamais vous m'entendez pas encore, gênez-vous pas de m'interrompre. Alors, avant de poursuivre, en m'inspirant un peu de la présentation de Dr. David Martin-Miro la semaine dernière, où il proposait quelques outils pour penser les enjeux ici pour discuter, je vais partager brièvement quelques-uns à mon tour. Alors, pour mieux comprendre comment le droit à la santé est façonné et parfois limité par les cadres juridiques, on peut s'appuyer sur le concept des déterminants légaux de la santé. Avec ça en tête, un cadre des déterminants légaux de la santé peut nous aider à identifier les mécanismes, les politiques et les pratiques qui portent atteinte au droit à la santé directement ou indirectement pour pouvoir les adresser. Alors, voici un aperçu des 5 dimensions principales que je considère comme centrales. Alors, les lois écrites qui font référence à l'existence de sanctions pénales. Ensuite, l'application des lois qui fait référence, par exemple, à la discrétion policière ou les priorités organisationnelles. L'environnement légal fait référence aux conditions qui permettent ou restreignent des pratiques favorables à la santé. Alors, tout ce qui est notre capacité d'agir. Il y a aussi le porté des soins permis qui fait référence aux interventions qui sont permises par la loi et par qui. Alors, naloxone, site d'injection supervisée, etc.
Puis finalement, l'empowerment légal et accès à la justice, qui fait référence à la sensibilisation des personnes concernées et aux intervenants, ainsi que l'existence de remèdes légaux quand le droit à la santé est enfreint. Alors, juste un petit parenthèse au sujet de la sensibilisation légale, à la fois pour les intervenants puis les personnes provenant du milieu. Il existe une ressource publiée par Stella super intéressante. Alors, je fais le post là-dessus qui vulgarise tout ce qui touche aux lois sur les drogues. C'est disponible sur le site web de Stella. Alors, je vous encourage fortement à aller voir ça. Ensuite, le deuxième cadre de réflexion porte sur les modes de gouvernance. Alors, autrement dit, les différentes façons dans les politiques et les pratiques encadrant nos interventions. Alors, ils mettent en relation trois logiques principales. Ça, c'est un modèle développé par Anthony DeMario. Euh, Palliative, paternaliste et punitive. Évidemment, ce sont des catégories conceptuelles. Alors, dans la réalité, on s'entend qu'il y a beaucoup de zones grises et de chevauchement entre ces modes d'action. Mais dans nos milieux de pratique, on est souvent appelé à jouer l'un ou l'autre de ces rôles, ce qui rend le travail parfois désorientant ou éthiquement complexe. Alors, l'outil, donc, invite donc à développer une conscience critique face à ces dynamiques, à reconnaître comment on se fait parfois entraîner dans ces cadres et de voir comment elles s'opposent parfois à nos objectifs d'autonomisation ou d'émancipation des personnes qu'on accompagne. Alors, le troisième est un outil de formation du problème et prise de décision que plusieurs d'entre vous connaissent probablement sous une forme ou une autre. Il en existe différentes versions pour discuter des questions de politique publique, par exemple, ou pour utiliser dans un contexte d'intervention clinique. Cela que j'ai adapté ici pour notre sujet m'a été partagé par Jacques Moïse, chercheur et psychothérapeute dans un contexte de supervision clinique il y a plusieurs années. Mais le principe, en gros, c'est qu'on saute souvent de l'étape 1 ou le cadre 1 à l'étape 4 sans passer par les étapes intermédiaires nécessaires. Alors, moi, je trouve personnellement cet outil pratique à cause que ça nous invite à la réflexivité, à nous positionner par rapport aux différents acteurs. Ça nous invite aussi à arrimer une analyse structurelle avec des stratégies concrètes et pragmatiques à court terme. Et je pense aussi que ça va à l'encontre de notre tendance d'intervenir immédiatement, parfois motivé par un sentiment d'impuissance, et nous pousse à réfléchir également pour qui intervenons-nous? Sommes-nous nécessairement les mieux placés pour intervenir ou même pour définir le problème? OK. Alors, je vais ensuite partager brièvement le contexte en Ontario. Alors, on vit en ce moment une véritable conjonction de crise, celle du logement avec une hausse marquée de l'itinérance visible, ainsi qu'invisible, évidemment. Ensuite aussi, la normalisation des taux élevés de surdose et de la toxicité du marché illicite, une montée des tendances autoritaires avec notamment une hausse importante de la violence extrajudiciaire envers les personnes utilisant des substances et les personnes en situation d'itinérance. On observe aussi un recul législatif important en Ontario avec deux lois adoptées au cours de la dernière année. Le Community Care and Recovery Act qui a entraîné la fermeture de la moitié des sites de conservation supervisés à travers la province, le Safer Municipalities Act and Restricting Public Consumption of Illegal Substances Act, qui ont accordé des pouvoirs accrus aux policiers permettant d'imposer des amendes jusqu'à 10 000 ou jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour campement illégal ou consommation publique, ainsi que l'arrestation sans mandat en cas de non-respect d'un ordre de déplacement. Alors, je pense que c'est important à noter que ces mesures entraînent des sanctions même plus sévères que celles prévues par le Code criminel pour possession simple en ce moment. On observe aussi un définancement, excuse-moi, et la fermeture de plusieurs programmes de Safe Supply, un épuisement des intervenants de première ligne entraînant une perte de mémoire institutionnelle et de transfert des connaissances, et enfin une croissance des modèles d'intervention de proximité assertive, souvent en partenariat avec des sociétés de développement commercial ou des acteurs privés visant essentiellement à déplacer les personnes de certains espaces publics. Alors, passons maintenant aux résultats et principales conclusions des trois axes de recherche.
La première exemple de recherche que je partage concerne des résultats préliminaires de ma recherche doctorale qui, comme j'ai mentionné, est une étude ethnographique portant sur les personnes utilisant des substances et celles impliquées dans le marché illicite, leur environnement légal et leurs expériences de l'application des lois, ainsi que des réformes. Alors, la recherche considère l'expérience des personnes concernées comme une source d'expertise pertinent, particulièrement par rapport aux mécanismes réels du système légal et ses effets concrets au quotidien. Alors, je souligne 5 retombées préliminaires. Oups. Premièrement, l'application des lois et l'activité policière concentrent davantage sur le commerce de rue. Cela signifie que l'action policière est ressentie beaucoup plus fortement par les personnes vivant dans la pauvreté, un risque amplifié pour les personnes noires et autochtones. Alors, comme Farah nous raconte, ça a été difficile à gérer, surtout avec toute cette histoire de tente à la part d'un campement. On a l'impression, tu sais, que ces gens-là ont nulle part où aller et ils veulent juste un semblant de paix, d'intimité ou un endroit qu'ils peuvent appeler le leur. Et au lieu de ça, ils se retrouvent enfermés entre quatre murs. Je n'aurais jamais pensé que ça serait considéré comme un acte de rébellion public, mais apparemment, ça l'était. Et peu importe où tu montes une tente, les gens, la police arrive si vite pour te dire démonte ça, démonte ça. La deuxième retombée concerne le clivage juridique entre trafiquants et usagers, une distinction qui est de plusieurs manières trompeur. Le cadre légal sépare souvent ce qui est en réalité complexe de relations sociales, d'activités économiques et de rapports de travail. Cette clivage-là risque de présenter les personnes impliquées dans la distribution et l'approvisionnement comme responsables de la toxicité dans le marché de drogue non réglementé. Cela montre aussi que le risque des discours ou pratiques qui cherchent à séparer les groupes précarisés en dignes ou indignes de recevoir les services. Le troisième point concerne le rôle le rôle joué par les pratiques éthiques dans les réseaux de distribution ou de vente. Alors, les personnes impliquées dans la distribution de drogue mettent en œuvre une gamme de pratiques éthiques comme communiquer la puissance des substances aux clients, distribution de matériaux de consommation de l'analoxone, participer à des programmes d'analyse de drogue, ajuster la composition des drogues, etc., ainsi que, évidemment, la réanimation lors de surdose. Alors, Marcus nous explique comment les économies informelles, les pratiques d'entraide et l'urgence de la gestion du sevrage sont étroitement reliées. Je le fais, il parle de fournir un drogue à un ami, un sevrage, parce que je fais ces choses-là, moi aussi, et je passe par là aussi. Alors, quand je vois quelqu'un d'autre comme ça, parce que je ne veux pas rester là et à regarder quelqu'un traverser, tu sais, ils traversent l'enfer dans leur cerveau, dans leur corps, dans leur propre monde, leur propre enfer, tu vois. Et je sais que je peux leur donner un peu de drogue et qu'ils vont se sentir mieux, peut-être pour quelques heures ou pour la journée. Alors, je sais ce que ça fait, tu vois. Ensuite, on observe une relation inverse entre la gestion des risques légaux et gestion des risques pour la santé. Alors, on peut parler de plusieurs exemples, mais les mesures visant à éviter la judiciarisation, comme consommer dans les endroits isolés ou éviter d'appeler les services ambulanciers dans un contexte de surdose, augmentent systématiquement les risques pour la santé, la surdose ou la mortalité. Finalement, la latitude du pouvoir décisionnaire de la part de la police en matière de lutte contre les drogues est extrêmement large. Alors, cela rend l'action policière vulnérable au changement du climat politique et social en renforçant le racisme systémique ainsi que d'autres formes de discrimination systémique. Alors, passons maintenant au deuxième axe de recherche. Alors, ça, c'était dans le cadre de mon rôle au Centre de santé communautaire, nous avons mené des recherches pour informer le développement de programmes de proximité, incluant le recensement des besoins auprès des personnes utilisant des substances, ainsi que leurs perspectives sur les modèles d'intervention qui répondront à leurs besoins. Alors, voici deux principales retombées que je trouve intéressantes à partager pour aujourd'hui, entre autres. Les personnes exprimer les préoccupations concernant la vie privée et la confidentialité, particulièrement chez celles et ceux qui étaient exposés à des risques légaux. Alors, on parle des parents craignant la prise en charge de leur enfant, des personnes avec un statut migratoire précaire, des personnes impliquées dans les économies informelles ou criminalisées, comme le travail du sexe et ou la vente de drogue. Alors, ces préoccupations incluaient
explicitement des questions concernant la tenue des dossiers, les exigences en matière d'identification et la façon dont les informations de santé étaient protégées et dans quelles circonstances elles pouvaient être partagées avec d'autres partenaires institutionnels. Alors, on parle souvent de travail en concert, mais je pense que ça amène une autre dynamique du travail en partenariat. Les personnes exprimaient aussi des préoccupations concernant les conséquences négatives des modèles de travail de proximité assertifs. Je parle assertive outreach, c'est souvent le terme utilisé en anglais. Ces modèles se sont répandus à Toronto et impliquent souvent la police, les associations commerciales comme les STC ou d'autres acteurs traditionnellement hors du champ des services communautaires ou de la santé. Alors ici, les personnes ont exprimé des besoins concernant la perte de volontariat, la perception que les intervenants semblent gérer la visibilité de la pauvreté plutôt que de répondre aux besoins identifiés par les usagers elles-mêmes, ainsi que les ambiguïtés éthiques au niveau du mandat, les intérêts servis par les intervenants et le partage d'informations personnelles avec des partenaires. Alors, je trouve ces préoccupations sont aussi reflétées dans la littérature de recherche. Alors, par exemple, en Alberta, après l'implantation de l'exigence de pièces d'identité pour accéder aux services de consommation supervisés, ils ont observé une chute marquée du nombre de personnes accédant à ces services. Philip Warren utilise le concept du non-recours au service pour désigner le fait qu'une personne ne bénéficie pas d'un service ou d'une prestation auquel elle pourrait avoir droit. Alors, cela peut venir de la complexité, excuse-moi, des démarches ou la stigmatisation ou d'autres obstacles. D'autres acteurs parlent de service avoidance pour décrire ce phénomène. Puis, des chercheurs praticiennes travaillant dans la tradition de l'action communautaire proposent aussi des concepts intéressants pour décrire cette tendance où les acteurs de première ligne risquent de voir leurs interventions alignées sur les intérêts institutionnels, ainsi que les conséquences possibles qui peuvent en découler. Alors ici, il signale le risque de perte d'autonomie ou de pouvoir d'agir, rupture de confiance. Ils mettent en garde contre les politiques de répression préventive des comportements. Certaines formes de prévention peuvent devenir répressives lorsque la modification des comportements devient l'objectif principal au lieu de répondre aux besoins exprimés ou essayer de faire l'arrimage. Ils soulignent également l'importance d'ancrer les approches de proximité dans une perspective de droit à la santé et universalité de soins. Alors, je partage ces exemples pour plusieurs raisons. Je pense que ça nous aide à comprendre les conditions dans lesquelles les personnes judiciarisées s'engagent ou non dans les services, puis comment on peut intervenir ou trouver des leviers dans ce contexte-là. Elle rappelle que le non-recours n'est pas uniquement ou même principalement un problème de manque de connaissances ou déficit individuel, mais relève aussi du contexte structurel. Alors, passons ensuite à l'axe de recherche numéro 3. Alors, je vais partager des résultats d'une étude menée par le réseau juridique VIH. Vous pouvez regarder le rapport sur le site web qui a été publié le mois dernier. Alors, juste pour donner un peu de contexte, l'équipe comprenait des criminologues, des personnes ayant une expérience vécue euh, et des membres d'organismes communautaires. Elle a été financée par l'Agence de santé publique du Canada. Alors, pour les constats et retombées, tout d'abord, une judiciarisation des pratiques sociales quotidiennes. Alors, des activités liées à l'usage et le partage de drogue sont souvent criminalisées comme trafic. Ces pratiques habituelles, aussi des pratiques habituelles que les gens utilisent pour pratiquer la réduction des méfaits, comme l'utilisation des balances, l'emballage séparé pour faire la distinction entre différentes drogues, sont utilisées souvent comme preuve pour le trafic. Euh, Ensuite, on voit que la possession de matériel de consommation est souvent invoquée comme prétexte à fouiller, ouvrant de nouvelles voies à la criminalisation, surtout pour les gens qui se trouvent dans les espaces publics. Ensuite, on a l'application persistante des lois sur la possession simple, malgré les réformes par les procureurs dans les dernières années limitant les dénonciations pour possession simple. Les accusations de possession simple restent courantes dans plusieurs endroits. Alors là, on voit un décalage entre ce qui se passe au niveau de la rue, au niveau de la discrétion policière, puis ce qui se passe en cours. Ensuite, on a augmentation des accusations de trafic.
majoritairement vécues par les personnes utilisant des substances psychoactives eux-mêmes et les personnes racisées de façon disproportionnée. Cela indique une tendance de qualification excessive de l'infraction et la multiplication des chefs d'accusation où la police va imposer des accusations plus graves pour sécuriser une condamnation liée aux mêmes activités. Ensuite, on a la saisie de drogue par la police qui augmente des taux de surdose. La saisie de drogue par la police augmente ces risques-là à cause que, entre autres, ça coupe le contact avec une source fiable en forçant l'achat auprès des sources inconnues. Euh, Ensuite, on a les politiques publiques et pratiques policières qui entraînent le déplacement et la dispersion des personnes qui consomment, ont pour effet un accès plus limité aux intervenants de proximité et aux services, ainsi un déracinement des réseaux d'entraide informels. Alors, la majorité des surdoses ont lieu dans les espaces résidentiels ou privés. Alors, par conséquent, les gens ont nommé que la consommation dans les espaces publics est souvent un facteur protecteur qui motive la consommation dans les espaces publics. Alors, comme explique un de nos répondants, il s'agit presque toujours de chercher un équilibre entre puis-je le faire d'une manière qui ne me rendrait pas visible aux yeux de la police, mais qui permettrait qu'un membre du public me voie et puisse alors intervenir avec la naloxone. Il est important de noter que la plupart des surdoses mortelles se produisent à l'intérieur et je pense que dans des résidences privées. Je soupçonne donc que cela explique en grande partie par le fait que les personnes consomment dans un endroit où elles sont à l'abri des forces de l'ordre. Ainsi, les personnes qui utilisent à l'extérieur sont souvent celles qui n'ont pas d'autre choix ou qui risquent de perdre leur logement si elles consomment à l'intérieur. Alors, ces résultats rappellent à quel point le déplacement et la dispersion des usagers et usageurs accroissent les risques pour la santé et de surdose tout en portant atteinte au droit à la santé. Alors, pour clôturer ma présentation, j'ai 5 pistes de réflexion. La première risque d'être évident, mais je le répète pareil, la définition du problème et cadrage par de personnes directement concernées. Alors, cela a été souligné par d'autres lors du webinaire la semaine dernière, mais je pense que ça mérite d'être répété. Alors, déjà, en se référant à l'outil de formulation du problème que j'ai fait référence au début, en se basant sur les constats des personnes concernées, on peut constater que le problème ne se situe pas dans la consommation comme telle ou même dans le lieu de consommation, mais plutôt dans un manque d'accès au logement, l'absence de lieu de socialisation, la toxicité et la volatilité du marché illégal des drogues, que ce soit l'effet sédateur des benzos, que ce soit la courte durée d'action du fentanyl et d'autres questions pharmacologiques, ainsi que la sélectivité et l'inégalité dans le traitement des différentes substances et les personnes qui en consomment, avec la banalisation de certaines et une stigmatisation exceptionnelle réservée à d'autres. Deuxième piste de réflexion, c'est la réflexion aux effets inattendus de nos interventions. Même bien intentionnées, nos interventions peuvent porter atteinte au droit à la santé des personnes utilisant des substances et aux personnes en situation d'itinérance, que ce soit en entraînant un déplacement soi-disant thérapeutique par des modes d'intervention, des fois agressifs et involontaires ou coercitifs, dépendamment du cas. Ensuite, il est nécessaire de repenser les notions dominantes de sécurité et, de réfléchir qui est implicitement inclus ou exclu de ce cadrage. Je pense aussi qu'il faut également questionner les solutions de politique publique qui mettent l'accent sur des états émotionnels plutôt que sur des causes réelles de l'insécurité. Parce que lorsqu'on parle de sentiment de sécurité, ça peut changer rapidement, dépendamment du contexte social, économique, etc. Gérer l'insécurité ressentie n'est pas la même chose que traiter ses sources concrètes. Ensuite, identifier, soutenir et mieux ressourcer les réseaux d'entraide existantes au sein des communautés des personnes utilisant des substances et en situation d'itinérance.
L'importance et les bénéfices du soutien informel sont visibles dans plusieurs contextes, que ce soit le partage de médicaments dans le cadre des programmes de Safe Supply comme substitut aux drogues non réglementées, particulièrement dans là où l'accès est restreint. Ça, c'est juste un exemple. Et finalement, reconnaître l'interdépendance du droit à la santé et du droit à la ville. Le droit à la santé et le droit à la cité sont intriqués et se soutiennent mutuellement. Garantir le droit à la ville, c'est-à-dire un accès inclusif à l'espace public, constitue un levier essentiel pour la réalisation du droit à la santé, en permettant aux personnes de vivre, se déplacer et accéder aux services sans crainte de judiciarisation ou de stigmatisation. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute et la discussion à venir. Alors, voici les sources, puis je passe la parole. Merci. Mille merci, Liam. Très intéressant. Et pendant que je vous présente notre prochaine conférencière qui va venir amener toutes sortes d'autres éléments complémentaires à ce que vous avez déjà abordé, elle va pouvoir débuter son partage d'écran. Donc, on accueille maintenant Caroline Grimard, qui est professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux manières dont les personnes en situation d'itinérance habitent les villes. Elle a conçu avec Architecture sans frontières Québec une programmation de recherche qui examine le rôle des pratiques d'aménagement et du travail social dans le soutien du bien-être des personnes en situation d'itinérance. Donc, je vais passer la parole à Caroline pour les 30 prochaines minutes. Je vais ouvrir mon micro quand il va rester 5 minutes pour vous faire un petit signe, Caroline. Et à la fin de la présentation de Caroline, on pourra échanger autour des deux présentations, donc de Caroline et Liam. Alors, à vous la parole, Caroline. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Puis c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Nos présentations à Liam et moi sont hyper complémentaires. Donc, comment on fait pour réfléchir à l'habiter autrement? C'est un petit peu dans cet univers-là que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Bien entendu, comme vous le savez, hein, la majorité de nos programmations de recherche, c'est toujours fait avec beaucoup de personnes. C'est moi qui parle aujourd'hui, mais il y a plusieurs collègues qui sont avec moi en pensée, dont, bien entendu, Architecture sans frontières. Alors, la recherche, notre programmation de recherche, elle a débuté dans la foulée de la pandémie. On se demandait un peu, c'était quoi les précédents en matière d'architecture? Architecture sans frontières, dont je connais très, très bien le directeur, me disait tout le temps, je suis un peu tannée qu'on se serve de l'architecture et des pratiques d'aménagement pour surtout parler de ce qui est hostile. En fait, ne pourrions-nous pas ramener les pratiques d'aménagement dans l'équation pour regarder plus comment ça peut contribuer à l'inclusion, hein, et au bien-être des personnes en situation d'itinérance dans les espaces? Fait que je vais surfer ici autour de certains termes. La question de l'espace, c'est vraiment avec un grand E, donc intérieur, extérieur, privé, public. Ça se confond, hein, parfois, je vais les spécifier à certains moments. Je vais vous parler d'aménagistes parce que ben, les architectes, ils sont régulés par un ordre. Donc, il y a aussi dans la question des designers, des urbanistes, qui eux aussi, hein, sont régulés par les ordres, des ordres, mais toute cette équipe travaille, hein, font des gestes d'aménagement pour ben, la ville, certes, mais des personnes aussi qui sont bien concernées par les espaces. Idem avec la question de l'intervention. Je ne vais peut-être pas nécessairement toujours faire distinction par rapport aux programmations. Des fois, on fait du soutien communautaire, d'autres fois de l'intervention de proximité. Donc, ça va être des intervenants sociaux de manière générale. Donc, la question de départ, c'était, ben, est-ce qu'on ne peut pas changer un petit peu la vibe autour des pratiques d'aménagement, puis s'intéresser aux pratiques qui sont inclusives? Par contre, bon, vous pouvez imaginer que les chercheurs en sciences sociales, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'inclusivité? C'est pour ça qu'on a, à un moment donné, switché pour la question du bien-être. On a fait d'abord une analyse documentaire. Je vous disais, c'était dans la foulée de la pandémie. C'était un moment sombre de la recherche où on devait faire des entretiens avec des plexiglas. Ça se fait pas super bien dans la rue, des entretiens avec des plexiglas. Fait qu'on s'est concentré sur tous les projets qui ont été faits, les projets d'aménagement qui ont été faits pour les personnes en situation d'itinérance. On a regardé tous les pays, tout ce qu'on est arrivé à recenser qui avait fait l'ordre d'un article, pas nécessairement une recherche parce que l'architecture ne se saisit pas toujours du champ de la recherche de la même façon que les autres sciences sociales, mais on a regardé tout ce qui avait des liens avec l'architecture et l'itinérance. Je vais vous présenter un petit peu plus loin nos résultats de ça, mais c'est à partir de cette première recherche-là et des angles morts, hein, qui sont survenus qu'on est allé vers une deuxième recherche terrain, et c'est les résultats de ces deux recherches-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Pardon.
Donc, la prémisse de recherche, c'est que dans l'organisation sociale, les attendez une minute, je vais vous bouger là, je sais pas comment, vous mettre en haut. OK, je vous ai pour que je puisse bien voir mon PowerPoint. Donc, que la fabrique des liens sociaux, de la citoyenneté, tout ce qui est au cœur de l'organisation sociale, ça tourne autour en Occident de certaines valeurs et dont les injonctions à avoir un domicile, à avoir un travail salarié, puis à un autre niveau, hein, d'être autonome. On s'attend à ça de la part des individus. C'est un on générique, hein. À quel moment on a décidé ça? C'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous faire Socio 101, mais c'est sûr que ça a à voir avec le retrait de la religion, hein, comme mode d'organisation des sociétés. On avait besoin de se regrouper autour de certaines valeurs, puis certaines ont pris le pas plus que d'autres. Je pense qu'on peut un peu ne pas nécessairement être d'accord que ce sont nos valeurs, mais n'en demeure pas moins que ce sont des injonctions qui organisent vraiment notre mode d'organisation. Donc, vous le savez, hein, quand on n'a pas d'adresse, c'est un peu compliqué pour avoir certains services, faire valoir certains droits, mais aussi certaines responsabilités, comme d'aller voter, par exemple. Dans l'univers, si on se concentre un petit peu plus sur la question de la domiciliation puis du travail salarié, euh, certains individus arrivent à faire se manifester des formes de ça, mais peut-être pas nécessairement celles qui sont attendues de manière générale. Si on pense au travail informel, au travail au black, peu importe comment on veut le nommer, ça en demeure pas moins du travail, mais il n'est peut-être pas nécessairement reconnu, hein, d'un point de vue du gouvernement, ce qui fait en sorte que certains individus se retrouvent un peu en dehors des circuits normatifs de ce qui est attendu dans la société. L'autre chose aussi, c'est que théoriquement, on sait plein de choses. Ce que la recherche maintenant nous amène à faire, c'est aussi, hein, d'aller voir, de replacer dans l'équation la question de l'expérience vécue. Donc, la présence des personnes, elle peut, de manière visible, peut-être représenter un échec social. On n'est pas en mesure, la société, hein, d'inclure dans des intérieurs, dans des domiciles, dans toutes sortes de dispositifs d'intervention, tout le monde. Par contre, au lieu de penser à ça comme étant une question de droit, ici, hein, ces personnes-là pouvaient revendiquer des droits au logement, à une vie digne, ben, peut-être qu'elles ne seraient pas dehors, mais l'autre chose, c'est qu'on a aussi déplacé notre regard pour se sa- à l'aide de préjugés, hein, se saisir de peurs collectives, puis de se rendre compte, ou en tout cas d'avoir des schémas d'analyse qui permettent de regarder ces personnes-là comme étant fautives ou responsables de leur sort. C'est là où, hein, on recoupe un peu cet impératif à l'autonomie dont je vous disais. Euh, une personne qui est à la rue ou sans domicile, comme on le voudrait dans un intérieur avec 4 murs en dur, elle représente une personne qui n'a pas réussi à s'accomplir, alors que tout ça, ben, bien évidemment, ça peut se discuter. Vivre à la rue, c'est aussi, hein, vivre une vie sous le regard des autres, c'est vivre une vie parfois dans des situations de vulnérabilisation, d'augmentation de la criminalité qui est vécue ou parfois aussi qui est reproduite pour survivre, la judiciarisation aussi au travers de toutes ces expériences-là. C'est une vie où des gestes du quotidien, hein, sont reproduits sous le regard des autres et ça peut entraîner toutes sortes de petits enjeux et de tensions avec les riverains, riveraines ou les personnes qui résident dans des intérieurs. Ce qu'on sait aussi, c'est la réduction de l'espérance de vie qu'on ne replace pas toujours dans l'équation correctement. Donc, au travers de ça, ce qui m'intéresse, c'est de questionner nos manières de concevoir l'habiter et de regarder plus spécifiquement qu'est-ce qui contribue au bien-être des personnes en situation d'itinérance par rapport, hein, à cet habité-là. On a choisi avec la gang d'architectes une définition assez précise, hein, de ce que c'est que le bien-être, c'est-à-dire dans un univers des pratiques d'aménagement, ben, ça dépend de l'adéquation entre la satisfaction individuelle, hein, le bien-être, justement, ou comment on se sent bien dans certains endroits, les aspirations, hein, les rêves qu'on a par rapport à cet endroit-là et les conditions objectives de l'environnement. Fait que comment qu'on fait pour faire se matérialiser une satisfaction dans un certain espace? Comment qu'on fait pour être bien et s'y projeter à plus long terme? Par contre, qu'est-ce que c'est que l'habiter? Ça, c'est une question tricky. On se rend compte qu'on peut aussi ne pas nécessairement le définir par rapport à un type de construction et de saisir un acte, un comportement qui est en dehors de murs, mais aussi en dehors d'une certaine normativité qui est attendue par rapport au comportement d'habiter. Donc, j'aime beaucoup une définition d'une architecte, Nadine Leroux.
sont habités tous les territoires où se répètent les gestes du quotidien. Ce qu'une autre chercheuse a dit, française, Pascale Pichon, c'est que dans le fond, quand on s'intéresse à la sortie de rue ou à la stabilité résidentielle, il n'y a aucune typologie qui garantit cette stabilité-là. Qu'une personne habite en colocation, en maison, en appartement, ça se pourrait très, très, très bien qu'elle arrive à atteindre la stabilité et d'autres pas, en fait. Donc, il faut offrir une panoplie de typologies et surtout se centrer plutôt sur les caractéristiques qui permettent de faire se manifester un chez-soi. Pour Pascal Pichon et son équipe, hein, c'était qu'il y ait des possibilités d'aménagement des lieux, d'appropriation, d'attachement et d'ancrage. Bien entendu, nous, on est parti avec cette définition-là, puis on l'a un peu adapté au fait que ben, si on sort de quatre murs en dur, on arrive tout de même hein, à pouvoir se manifester ces caractéristiques-là, à laquelle nous, on a ajouté la question de l'autodétermination. Donc, la capacité que la personne a de s'autodéterminer comme étant dans un habitat qui lui convient, qui est valide. Donc, mes deux questions à 1000 pièces, hein, est-ce qu'on peut habiter en dehors de quatre murs en dur à soi dans la permanence? En dehors de ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi déplacer notre regard pour voir ce qui fait communauté, comment on peut habiter dans une communauté, peut-être de d'autres manières que ce que l'on conçoit de manière générale? Première recherche dont je vous disais, en temps de COVID, on a regardé tous les précédents en architecture qu'on a trouvés. On a analysé plus de 150 projets. Je pourrais revenir sur la méthodologie si ça vous intéresse plus tard. On a regroupé 200 gestes d'aménagement en 5 catégories que je vais vous présenter juste après. Et l'autre recherche, 2 ans plus tard, ça a été à partir des angles morts de cette recherche documentaire-là, on s'est intéressé à 4 bâtiments, mais en fait 3 organismes communautaires qui ont développé de l'habité à l'intérieur, donc dans des intérieurs pour des personnes en situation d'itinérance. Et on a fait une étude post-occupationnelle, donc des études de cas par rapport à plus la conception puis l'aménagement, puis comment on y joint aussi la question de l'intervention sociale. Donc, une fois que les designers, les architectes, les aménagistes sont sortis de l'équation, comment les personnes qui sont dans les intérieurs se réapproprient les lieux? Comme nous, c'est pour des personnes en situation d'itinérance, donc on s'intéresse à la fois hein, à la réappropriation des personnes usagères des lieux, qui habitent les lieux, mais aussi les personnes qui y travaillent, donc les personnes administratrices, intervenants, intervenantes sociaux. Je vous montre rapidement les bâtiments. Ils sont, les deux rapports sont dans deux catalogues. On les a appelés des catalogues, là, le catalogue 1 sur la recherche documentaire, le catalogue 2 sur ces bâtiments, bon, ces études occupationnelles, post-occupationnelles, voyons. Le premier bâtiment que l'on voit, c'est un lieu qui soutient notamment l'habité des personnes qui sont toxicomanes, qui consomment des substances psychoactives activement, là, qui sont activement des personnes consommatrices. Le bâtiment qui est, bon, l'étude de cas 2A et 2B, c'est un lieu qui vient en aide aux personnes qui ont vécu l'itinérance et qui ont plus de 65 ans, qui sont considérés comme étant âgés. Et l'autre bâtiment est un bâtiment qui vient d'un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes issues des communautés LGBTQ+. Donc, ce ne sont pas tous des lieux hein, qui ont été étudiés, qui sont conçus au Québec. Donc, c'est une étude pan-canadienne. Pan-canadienne, c'est un grand mot. Canadienne. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir, hein, comme je vous disais, dans ces lieux-là, comment que ça se passe. Évidemment, l'ensemble des constats, là, je pense, vont nous permettre d'alimenter la question sur la consommation de substances psychoactives par rapport à l'espace public, parce que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on se rend compte que tout est lié. Les résultats de la recherche documentaire, donc la première recherche, c'est reconnaître le droit à l'espace public. Un des résultats assez importants, puis je pense que ça recoupe beaucoup ce que Liam a dit. L'espace, qu'il soit intérieur ou extérieur, mais en tout cas, les espaces devraient être utilisés par des personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement des moyens financiers d'acheter un café pour aller aux toilettes. Donc, de déconstruire en fait le rapport qu'on a à l'espace. De créer des espaces sociaux, en fait, beaucoup plus flexibles que par des commerces, la capitalisation, comme on le voit dans les centres-villes où sont très peu devenus accessibles hein, pour les personnes qui n'ont pas d'argent à dépenser.
Un autre élément, c'est une photo d'un de mes fils présent à une Art Hive. On a fait des ruches d'art, des ateliers artistiques entre différentes personnes qui habitent dans un quartier, dans des intérieurs et dans des extérieurs aussi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les aménagements qui font en sorte qu'on peut faire se rencontrer des populations qui ont peu de liens ensemble, qui n'ont pas d'affinité ou qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, ça aide à décristalliser justement certains préjugés, certains éléments de discrimination. Ça peut se faire de toutes sortes de manières dans des bibliothèques publiques. Là, on le fait dans un musée au travers de pratiques artistiques. C'est sûr que ce n'est pas ce qui va réduire toutes les tensions dans la cohabitation, mais ça permet de désamorcer ou du moins de dialoguer, se dialoguer des populations qui n'ont pas cette habitude-là. Ensuite de ça, on s'est rendu compte de l'importance d'impliquer les personnes concernées. C'est peut-être pas nécessairement la force des aménagistes d'aller vers les populations qui sont concernées par les aménagements. Souvent, les aménagistes travaillent auprès de clients, pas nécessairement des futurs usagers. Fait que nous, on essaye maintenant d'amener dans l'équation les personnes concernées, puisqu'elles ont un regard sur l'aménagement qui est unique. Et dans ce cas-ci, la majorité, si ce n'est pas la quasi-totalité des aménagements qui sont faits pour des personnes sans domicile, sont faits par des personnes avec domicile. Donc, il y a plein de choses dans nos angles morts, dans la conception des lieux, qui peuvent que être illuminées par des personnes avec l'expérience du vécu. Pour l'anecdote, c'est la photo de la personne qui dort sur un banc. C'est une œuvre de Sarah Ross qui s'est intéressée un peu au design de style en le reprenant de manière un peu rigolote sans être absolument rigolote. Ça s'appelle Archie Suits de Sarah Ross. Ensuite de ça, les deux autres éléments, bon, tout est dans tout, vous pouvez imaginer, aménager un lieu sûr, c'est aussi soutenir l'autodétermination dès lors que les personnes autodéterminent leur manière d'habiter. Elles ont de très bonnes chances d'être dans des lieux sûrs, dans des safe havens. Dans ce cas-ci, c'était la question des animaux. Ça, vous savez, ça revient souvent dans l'espace public comme dans l'espace privé. L'importance de la proximité des animaux pour les personnes qui en ont. C'est aussi de se sentir en sécurité, mais tout en sachant qu'on ne sait pas tout à fait ce que c'est que de se sentir en sécurité, puis qu'il y a une marge entre des projections et un réel sentiment. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller consulter les personnes concernées pour se saisir de cette question-là. Ce qu'on a aussi vu dans les recherches, c'est la possibilité de réaménager des lieux intérieurs, d'avoir des panneaux amovibles en liège pour pouvoir mettre des crochets ici ou des photos là, dans les refuges, d'avoir un chargeur à téléphone, une petite lumière, un petit ventilateur dans son petit espace. Il y a plein de façons d'aménager pour créer un sentiment de confort et de sécurité à très petits coûts et qui sont très peu demandants. Il faut juste s'intéresser à la question. Et soutenir l'autodétermination, c'est vraiment ce qui boucle la boucle. Ça se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient envie de dormir dans des murs en mou, dans des tentes, par exemple. L'important, c'est justement de se saisir de ce qui permet à certaines personnes de se créer un chez-soi ou un sentiment de sécurité. On est reparti, on est parti avec ça sous le bras, puis on s'est rendu compte qu'il y a des populations qui sont peu discutées dans les recherches, les personnes âgées, comme je vous disais, les personnes consommatrices de substances psychoactives et aussi la communauté LGBTQ+, sont très mal desservies dans notre organisation de services actuellement, surtout par rapport à la domiciliation ou en tout cas à l'hébergement. On est dans un univers très, très binaire où il faut s'identifier comme femme ou comme homme. Puis des fois, même malgré l'identification, quand il y a une apparence qui est jugée, perçue discordante par l'extérieur, des fois, c'est difficile d'accéder à certains services. Dans les lieux dont je vous ai montré, c'est sûr que notre point de départ, c'était les intérieurs, les aménagements intérieurs, puis forcément le rapport au quartier. Et je ne vais pas encore là, on a encore 5 résultats. Je ne vais pas vous les présenter tous parce qu'ils sont strictement liés à l'intérieur, mais je vais vous en présenter 2 résultats qui permettent de voir comment les intérieurs sont liés à l'extérieur et comment, en fait, on conçoit mal le rapport incessant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, un des premiers résultats de recherche, c'est
qu'il faut avoir dans notre viseur quand on conçoit des lieux, ben, une approche intersectorielle de la conception. Donc, c'est-à-dire autant hein, d'amener dans l'équation des personnes qui sont concernées que des personnes qui vont travailler dans les lieux. Puis ça nous a amené au deuxième résultat, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre habiter un lieu et travailler dans un lieu, mais souvent on est informé dans la conception des lieux par les personnes qui travaillent. Donc, on fait tout le temps hein, du pouce sur cette idée de faut aller vers les personnes concernées. Ensuite de ça, quelque chose de super intéressant, dans un univers où on présuppose que la réinsertion sociale puis la stabilité résidentielle s'acquiert par un intérieur, ce fameux quatre murs en dur, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, en fait, un point de départ et non pas une finalité. Donc, l'intérieur permet de se poser, mais il y a un mode de vie qui amène constamment les personnes vers l'extérieur et même créer des milieux de vie extérieurs et l'intérieur devient un point de chute. Donc, il y a des allers-retours constants entre les intérieurs et les extérieurs. Et même si on conçoit super bien des intérieurs qui sont très aménagés, il y a des personnes qui vont aller dans des extérieurs sur plusieurs jours, plusieurs semaines, puis ensuite revenir dans les intérieurs. Donc, l'intérieur, ce n'est pas la seule chose qui compte. Il faut toujours avoir dans notre viseur l'extérieur. Dans cette idée-là, hein, le mode de vie, les milieux de vie s'étendent au-delà du logement, il y avait aussi la question du 24/7. On s'est rendu compte que les services, on demeure dans un univers de 9 à 5 qui est de lundi au vendredi, alors que les personnes qu'on a rencontrées dans cette étude-là nous montraient vraiment les ruptures de services qu'il y a après le 9 à 5 puis les week-ends. Et à quel point parfois, hein, c'est le réseau communautaire ou le réseau informel à l'extérieur qui prend le relais pour les services qui manquent. Et ce que je dis ici, c'est pas, je tape pas sur la tête des services qui devraient être nécessairement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce que je dis, c'est que si des liens d'affinité ou des comportements sont amenés vers l'extérieur, en fait, c'est normal. C'est une façon aussi que les gens y ont de combler leurs besoins. Euh, Ensuite de ça, c'est sûr que pour les intérieurs, la question du temps court, elle survient, hein, que ce soit dans des hébergements. Là, ici, on regardait plutôt des hébergements, des lieux, pardon, de transition et d'hébergement à long terme. Habiter sur le long, il est super important et pouvoir préparer sa transition aussi est important quand on n'habite pas sur le long. C'est-à-dire, je vous le donne parce que cette information-là, elle est super intéressante. Dans les programmes de transition, souvent, il n'y avait pas d'espace pour avoir un kit, quand on va déménager, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais un trousseau. Tu sais, commencer à pouvoir ramasser ses meubles, puis de se projeter dans un ailleurs. Mais cette idée d'habiter sur le long, si on oublie un peu la préparation de la transition, se voit aussi dans les habitats extérieurs. Plus les personnes sont démantelées dans des campements, plus les traumas hein, sont importants, puis plus on voit maintenant des enjeux d'accumulation compulsive d'objets. Les personnes sont tellement tout le temps dépossédées de leurs moyens que ça amène des tensions hein, sur l'accumulation. Donc, habiter sur le long, que ce soit dans des intérieurs ou dans des extérieurs, revêt toute son importance, ne serait-ce que pour que la personne ait une stabilité intérieure. Mais on n'est pas là-dedans nécessairement. Notre structure sociale ne nous permet pas d'habiter sur le long à l'extérieur, notre organisation sociale. Et les intérieurs mais, sont soumis à toutes sortes d'impératifs économiques, logistiques, vous savez, donc difficile à faire se manifester. L'autre grande découverte qu'on a eue, puis encore une fois, là, ça revient à des éléments dont Liam a parlé, c'est la question de la hiérarchisation des besoins. On s'est rendu compte que, attends, je vous amène directement là, que la foutue pyramide de Maslow, qui est présentée en pyramide, qui laisse penser que l'on doit atteindre les premiers éléments hein, au socle pour aller vers le deuxième et le troisième et le quatrième palier, ça fait en sorte que si tu n'as pas ta sécurité physiologique ou tes besoins physiologiques ne sont pas comblés, tu peux pas, ça ne fait aucun sens que tu réfléchisses à ton besoin d'appartenance ou à ton besoin d'estime de soi. C'est qu'au moment où tu vas avoir
tes besoins physiologiques et de combler, que le reste va pouvoir se survenir. C'est aussi là-dessus, d'une certaine part, hein, qu'on a réfléchi au programme Logement d'abord. La Housing First, c'est on te loge d'abord, puis après ça, on réfléchit à tous tes autres besoins. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être logées d'abord. Il y a des personnes qui ont besoin de consommer d'abord, qui ont besoin d'être en santé ou en tout cas à ne pas être malade pour pouvoir réfléchir aux autres choses. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que il y a des personnes qui ont des besoins d'appartenance, donc d'être avec un partenaire ou une partenaire de vie au détriment d'un appartement. Certains lieux sont restrictifs par rapport à la présence d'autres personnes. Puis il y a des personnes qui préfèrent habiter dehors avec leur partenaire de vie plutôt que d'habiter dans un intérieur sans partenaire de vie. Donc, on a utilisé le modèle de Max Neff qui présente les choses de manière interdépendante et interconnectée. Et ce qui fait en sorte que, d'un point de vue de l'intervention, si on va vers les besoins des personnes, peu importe lesquels ils sont, ben, on les prend, puis il y a moins de jugement, en fait, que si on prend la pyramide de Maslow, puis qu'on se dit, ben non, ton besoin d'appartenance, il n'y a pas rapport, il faut que tu sois en sécurité en premier, puis il faut que tu ailles dans un logement à l'intérieur, le reste va pouvoir survenir. Mais la personne qui dit non, c'est pas ça mon besoin, très, très souvent, on est dans des modèles d'action comme aussi Liam a présenté, paternaliste, punitif ou même palliatif, en lui refusant de la satisfaction de son besoin. Donc ça a été une grande découverte. Comment fait-on pour aller directement entendre les personnes et aller vers leurs besoins? On n'est pas super bon en termes d'aménagement. Je pense que de manière générale, on n'est pas très bon, hein. On a vraiment une vision paternaliste, malgré tout, de ce que les personnes devraient avoir besoin. Ensuite de ça, bon, cette idée de faire communauté, en reprenant un modèle d'espaces sociaux de Henri Lefebvre, on laisse souvent de côté le fait qu'il se pourrait qu'il y ait toujours du conflit. Euh, L'espace, s'il est vécu, perçu et conçu différemment, ben, ma façon de vivre, de percevoir et de concevoir un espace va être différente de celle de mes voisins, voisines. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'arrive pas à créer quelque chose. Ça veut dire que je ne vais peut-être pas imposer ma manière de vivre, voir, concevoir l'espace. Par contre, dans nos univers normatifs, comme je vous disais au tout début, si on conçoit que l'habiter ne peut se faire que dans des intérieurs et que certains types de comportements peuvent se faire dans des extérieurs, mais pas d'autres, alors on impose des conceptions d'usage, comme on le sait, hein, qui sont même légiférées, réglementées par les villes et les provinces. Ça fait en sorte, dans ce cas-ci, hein, que les personnes pour lesquels que l'on perçoit comme étant dans une contre-normativité, comme je vous disais au départ, on ne va pas leur accorder la capacité de concevoir leur espace, on ne va pas valider leur conception de l'espace, on le perçoit après ma barre comme étant défectueux puisque ces personnes n'adhèrent pas aux mêmes valeurs que nous, ne sont pas dans le même univers d'injonction normative que nous. Mais c'est compliqué. C'est compliqué cohabiter avec des personnes qui vivent de nuit quand tu vis de jour. C'est compliqué cohabiter avec des personnes qui utilisent certains matériels puis qui ne sont peut-être pas dans une situation pour être sur la coche par rapport à le ramasser ou en disposer correctement. Donc, l'idée ici, c'est pas nécessairement de faire en sorte que tout le monde vit le même mode de vie ou tout le monde s'entende sur ce que c'est, mais plutôt d'arriver dans un univers où on trouve des zones de tolérance, des zones de médiation, des zones de coopération, où donc, justement, hein, c'est pas que le conflit qui prend la place, c'est moi qui s'est amusé à faire des dessins. Là, moi, je suis pas designer, fait que s'il vous plaît, soyez généreux avec moi. Et c'est là où j'espère, j'ai envie d'amener les gens vers cette idée de community first. Et si on regardait davantage, hein, on investissait davantage l'espace mésosocial. Là, on le sait, là, ce que la structure, il faut qu'elle fasse. La structure, elle le sait, mais elle ne nous écoute pas. Puis, on a assez mis la faute sur les individus pour savoir que ce n'est pas non plus tout à fait là le focus qu'on devrait avoir. Fait que je me dis, ben, on n'a pas assez investi le mésosocial et si on regardait ça un petit peu plus. Bon, voilà, c'est compliqué, bien entendu. On a comme je vous dis, hein, des injonctions, des valeurs qui sont des moteurs forts de notre vivre ensemble. Mais je pense que là, on est rendu à un endroit dans notre société où on peut se déloger, hein, de certaines de ces valeurs fortes et les re-questionner surtout. Donc, comment on fait, hein, pour se saisir de ces espaces, pas nécessairement
que par le conflit, même si le conflit va subvenir, ben, pour moi, dans l'équation, c'est sûr hein, qu'il y a toutes sortes de disciplines. Cette idée d'intersectorialité, d'intersectionnalité, mais d'intersectorialité. Tout le monde est responsable du vivre ensemble. Après, il y en a qui ont plus de responsabilités que d'autres. Il y en a qui ont plus d'argent que d'autres pour agir. Donc, le rôle de certaines personnes, ça peut être aussi juste la curiosité hein, d'aller vers un autre qu'on connaît un peu moins. Donc, de vraiment se forcer à entendre des voix qu'on n'entend pas souvent. Puis ensuite, ben, nous, hein, les aménagistes, intervenants sociaux, intervenants du secteur de santé, ben, on a le devoir maintenant de continuer d'entendre ces voix puis de soutenir les besoins tels qu'ils nous sont présentés. Et puis, je me suis rendu compte aussi hein, dans l'ensemble de ces recherches-là qu'il y a quelque chose d'important de travailler à une échelle locale pour qu'on se sente concerné dans notre communauté. C'est sûr hein, que si tu habites dans Mercier, ça se pourrait que Pierrefonds, les enjeux qui sont vécus par les personnes de Pierrefonds ne nous concernent pas, ne nous touchent pas. Et donc, de s'investir à une échelle locale, du moins dans l'action, hein, ben, ça permet à ce que les gens se sentent concernés, se sentent informés, connaissent un petit peu plus leurs voisins et se sentent plus curieux et ou impliqués dans cette grande équation-là. Donc, si on revient à la question de départ, comment peut-on aménager les espaces? Présentement, ils sont peu aménagés pour les personnes qui consomment des substances psychoactives en dehors de la réduction des méfaits. On ne se centre pas sur le bien-être des personnes en situation d'itinérance, on n'est pas rendu là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas se rendre là, mais pour l'instant, les aménagements intérieurs et extérieurs qui sont ils sont pas tout à fait dans le bien-être, qui sont dans d'autres considérations, mais je pense on va y tendre. Alors voilà. Alors, je pense que ce qu'on a eu l'occasion d'entendre aujourd'hui, les échanges aussi qu'on a eus suite aux présentations, ont mis en relief vraiment l'ampleur des violences structurelles dont sont victimes les personnes qui sont en situation d'itinérance, qui utilisent des substances. Ce n'est évidemment pas leur choix d'utiliser des substances dans l'espace public, ce n'est pas leur choix non plus de ne pas avoir accès à des toilettes pour répondre à leurs besoins. On pousse ces personnes-là souvent dans leur dernier retranchement. Où elles n'ont pas accès au strict minimum, elles doivent vivre dans le regard des autres et ensuite on leur reproche d'avoir vécu, d'avoir vécu leur quotidien comme ça, d'avoir dû s'exposer à ce regard-là. Donc, ça fait vraiment, ça met vraiment en lumière toute la violence structurelle, la violence systémique dans une espèce de cercle vicieux dont ces personnes-là sont victimes. Souvent, on suscite le rejet social aussi envers ces personnes-là à travers des discours médiatiques qui mettent en relief des cas isolés où peut-être il y a eu une situation de violence, il y a eu une situation de méfait, il y a eu une situation d'insalubrité dans l'espace public, des situations qui souvent ont été amenées par une absence d'autres opportunités finalement. Donc, ceci dit, décidément, cette rencontre a permis de toucher à plusieurs sujets, de mettre en relief plusieurs idées aussi et pistes de réflexion. Il reste juste à remercier les participants et les conférenciers. On a hâte de vous retrouver pour les prochaines activités. La semaine prochaine, on reçoit Karine Leblanc, Michel Parazelli, Dr Stéphanie Marsan et Georges Flores-Aranda pour parler de visibilité sociale, de stratégie de contrôle de la mobilité et d'un programme de gestion de la consommation d'alcool. Alors, à très bientôt.